et bienvenue dans Enquête de foot. Nous sommes en direct ce soir pour décrypter toute l'actualité du football, pour comprendre ce qui se passe et aussi pour découvrir. Voilà le sommaire de ce soir. Le PSG est-il fair-play? Les sanctions de l'UEFA ont été officialisées il y a quelques jours. Pourtant, le club parisien continue de recruter des stars. Nous enquêtons depuis 6 mois pour comprendre ce qui se cache derrière ce fair-play financier. Pourquoi le PSG est un des rares clubs à être sanctionné? Enquête complète dans un instant. Comment Didier Deschamps a-t-il choisi les 23 bleus qui partiront au Brésil? Sur quels critères? Quelle est l'ampleur du facteur humain? De Cantona à Nasri, enquête sur l'histoire secrète des bannis de l'équipe de France pour comprendre comment aujourd'hui le sélectionneur a tiré les leçons du passé. On vous fera aussi découvrir le principal adversaire des Bleus au Brésil, la Suisse, 8e au classement FIFA. Comment ce petit pays s'est forgé une équipe aussi solide grâce à ses immigrés. Et la 4e enquête pour décrypter un phénomène. Après le Qatar et la Russie, c'est la Chine qui s'intéresse à la Ligue 1. Quelles sont ses intentions? Quels sont ses moyens? Les Chinois représentent-ils l'avenir du foot français? Et notre invité ce soir, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Bonsoir monsieur, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes rentré exprès et rapidement de Monaco, vous avez assisté au Grand Prix tout à l'heure. J'ai vu un Grand Prix exceptionnel. Bon. Une victoire logique de Rosberg. Puis un petit Français qui a été très très bon, Bianchi, qui finit 8e. J'ai trouvé qu'il a fait une très belle course avec une voiture qui n'est pas la plus rapide du circuit. C'était sur Canal cet après-midi. Enquête de foot sur Canal ce soir, de beaux programmes, avec également pendant toute l'émission Geoffroy Garretier, journaliste, spécialiste des dossiers économiques et politiques. Vous allez nous apporter votre éclairage sur des points précis. Note, vous avez vu hier soir la finale de la Ligue des Champions sur Canal+, avec un scénario exceptionnel. Il y avait aussi sur la pelouse, pas que des stars, il y avait 1 milliard de dettes. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid sont les 2 clubs d'Espagne les plus endettés. Pourtant, ils ne sont pas inquiétés par le fair-play financier. Pourquoi? Parce que le fair-play financier ne prend pas en compte les dettes. La règle, c'est on ne dépense que ce qu'on gagne. C'est pour cela que le Paris Saint-Germain a été sanctionné la semaine dernière, après plusieurs mois de négociations avec l'UEFA. Alors pour comprendre véritablement comment on en est arrivé là, Frédéric Roulier mène l'enquête depuis 6 mois. Qu'est-ce qui se cache derrière ce fair-play financier? Le PSG est-il un bouc émissaire, un symbole du combat de l'UEFA? Ici c'est Paris. En ce soir de titre, les réjouissances ne laissent rien deviner de ce qui tracasse le PSG. Pourtant, il subsiste une aigreur que les feux d'artifice et les sourires ne peuvent pleinement adoucir. La veille, le fair-play financier a fait ses premières victimes. Et le PSG fait partie des 9 clubs sanctionnés. L'an prochain, sa masse salariale sera encadrée. Il ne pourra inscrire que 21 joueurs en Ligue des Champions au lieu de 25. Il devra s'acquitter d'une amende de 60 millions d'euros sur 3 ans. Et son recrutement sera limité. Mais face à ces sanctions, Paris affiche son flegme. La première chose, c'est la sanction, c'est accord avec l'UEFA, c'est la sanction. On a déjà pensé, on sait qu'est-ce qu'on veut. Ces premières décisions de l'UEFA étaient très attendues. Et elles divisent le football français. Depuis 3 ans, tout le monde est prévenu, tout le monde a accepté cette mise en œuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les premières décisions tombent. Certains sont surpris, alors qu'en fait, on sait très précisément comment il faut régler le problème. Je trouve ça scandaleux. Cette règle du fair-play financier fige les situations actuelles sans permettre à un club d'émerger ou de progresser. Pourquoi, après des mois de tractations et de négociations, le PSG a-t-il été si sévèrement sanctionné par l'UEFA? Et maintenant que le verdict est tombé, la partie est-elle réellement terminée? C'est au cœur de l'hiver que l'histoire débute. Fin novembre, une délégation du club parisien, menée par son président, Nasser Al-Khelaifi, se rend à Nyon, au siège de l'UEFA. Il est encore l'heure des premières discussions au sujet du fair-play financier. Bonsoir messieurs, comment s'est passée la réunion aujourd'hui? Monsieur Blanc.
Comment ça merci. Le Paris Saint-Germain est confiant malgré tout pour cette affaire, respecter le fair play financier? À cette époque, Paris vient témoigner de sa volonté de se conformer aux règles du fair play financier, et notamment à l'une d'entre elles, qui cristallise toutes les attentions. Il s'agit de l'exigence relative à l'équilibre financier. Exigence remplie si le bénéficiaire de la licence présente un résultat relatif à l'équilibre financier excédentaire. Autrement dit, un club ne peut pas dépenser plus d'argent en transfert et en masse salariale qu'il n'en gagne grâce aux droits télé, aux contrats de sponsoring et aux gains sportifs. Dans le cas contraire, il s'expose à des sanctions qui varient d'une simple mise en garde à une amende, une restriction du nombre de joueurs inscrits en Coupe d'Europe, jusqu'à l'exclusion des compétitions européennes. Mais comment le PSG, si dispendieux sur le marché des transferts, fait-il pour s'adapter au règlement? La réponse nécessite un voyage au Qatar, où Paris établit ses quartiers depuis 3 ans en stage hivernal. Car c'est bien au pays de ses propriétaires que le club puise ses sources de revenus. Des contrats de sponsoring avec des entreprises locales, comme l'opérateur téléphonique Ooredoo. Mais surtout, un gigantesque partenariat avec QTA, l'Office du tourisme du Qatar. Un contrat à 200 millions d'euros par saison, qui lui permet de ne pas dépenser plus d'argent qu'il n'en gagne, et donc, a priori, de respecter le fair play financier. Mais cet accord pose question, et notamment aux économistes comme Bastien Drut, spécialiste de la question. Le problème, c'est que le Qatar Tourism Authority et le Paris Saint-Germain ont le même actionnaire de référence, qui est l'État du Qatar. Et donc ça peut poser un problème au niveau du fair play financier, parce qu'il faut que la transaction entre le Paris Saint-Germain et puis le Qatar Tourism Authority se fasse à un juste prix. Le Qatar Tourism Authority, ce qu'il veut faire, c'est une campagne de promotion de l'État du Qatar. Et finalement, on ne sait pas vraiment combien ça coûte, quoi. Et ça sera à l'UEFA de se pencher sur ce contrat pour essayer de savoir si ce contrat ne se fait pas pour un montant qui est disproportionné, parce qu'auquel cas, on pourrait dire que c'est une subvention déguisée de l'État du Qatar, ce qui serait interdit par le fair play financier. Le montant de ce partenariat est d'autant plus surprenant qu'un contrat similaire lie l'Office du tourisme d'Abu Dhabi à Manchester City pour une somme 13 fois inférieure. Pourtant, lorsque l'on interroge en janvier les responsables parisiens, ils ne semblent pas douter un seul instant de la validité d'un tel accord. Les grands clubs de football professionnel ont cette capacité de proposer une association, une visibilité mondiale permanente aussi à des pays. À peu près 2,5 millions de visiteurs aujourd'hui touristiques au Qatar. Demain, plus de 8 millions. Eh bien, développer un pan entier de l'économie du Qatar, c'est l'enjeu de ce partenariat également. Je crois que les investissements sont totalement en ligne avec ces objectifs ambitieux. Et le retour, en termes d'image pour le Qatar, en équivalent média, ou bien en termes de retombées touristiques, sera bien au-delà des sommes qui sont dans ce contrat-là. 200 millions d'euros. Une somme absolument inédite pour un contrat de sponsoring dans l'histoire du football. Une somme qu'il faut donc justifier. Et pour cela, les vedettes du PSG sont exposées, utilisées pour faire la promotion du Qatar dans le monde entier. I'm smiling more than the bird. Même dans les publicités, le PSG et Doha sont désormais indissociables. Je suis invincible et tant pis si je meurs demain. Si le boulot m'entraîne dans les entrailles de la Paris comes to Doha. Follow Paris Saint-Germain in Qatar from the 29th of December to the 3rd of January. Au Qatar, la stratégie de communication est dictée et limpide. Non, ce contrat n'est pas factice. Il vaut bien 200 millions d'euros. It is definitely about the money to earn. Tourism industry in Qatar is a very important economic diversification tool for Qatar in the future. The country has been dependent on carbon resources like oil and gas, and within our 2030 strategy for the country, Vision 2030, economic diversification is very important.
La menace de l'UEFA semble alors encore très lointaine. Are you afraid of financial fair play? Well, we're not in a position to comment on that because it's a different industry. Football is not my industry. I come from the tourism industry. But we're very confident that our partners, PSG, is able to address that. À Doha, le PSG et ses généreux partenaires promènent leur confiance. Loin de l'Europe, où au même moment, un souffle de contestation commence à prendre corps. Ich kann mir nicht vorstellen, muss ich offen und ehrlich sagen, dass Paris Saint-Germain im Moment die Statuten von Financial Fair Play erfüllt. Wo sehen Sie die Probleme konkret? Ja, es gibt ja mehr als Gerüchte, was der Staat Katar eben dort als Sponsorbeitrag leistet. Ja, da ist ja bis zu 200 Millionen die Rede. Ich glaube, dass eben Platini schon am 1. Juli hier ernst machen wird und die Clubs, die eben da nicht willens sind, am Ende des Tages auch möglicherweise einen Preis zahlen, der ihnen nicht gefallen wird. En France aussi, certains présidents s'interrogent. Parmi eux, Jean-Michel Aulas, défenseur de la première heure du fair play financier. Je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires du PSG cette année, mais probablement entre 350 et 400 millions d'euros. S'il y a plus de la moitié qui est fait par une structure qui dépend directement de l'État, qui lui-même est l'actionnaire du club, c'est difficile à démontrer qu'il n'y a pas de partie liée. Je pense que si le financement de ce type d'organisation conduit à des excès en termes d'acquisition de joueurs, en termes de rémunération de joueurs, qui dérégulent complètement le marché français, effectivement on peut se poser la question du dopage financier de ces contrats. À l'époque, il fait même du contrat signé entre le PSG et QTA un enjeu crucial, presque vital. Je pense qu'effectivement l'UEFA joue en fait la crédibilité de sa volonté de résoudre ce problème. Mais quelle est la position de l'UEFA? Très discrète jusque-là. En début d'année, nous rencontrons Andrea Traverso, le responsable du fair play financier. D'ici le mois de mai, tous les dossiers auront été examinés par la Commission et c'est à la Commission en charge d'évaluer donc les dossiers des clubs, de conclure si les contrats a été effectivement conclu à la valeur du marché ou pas. Ce jour-là, il adresse même un avertissement qui, a posteriori, a presque valeur de prophétie. Tous ceux qui ne suivront pas les règles telles qu'elles sont écrites, ils courent les risques d'être sanctionnés. Tous ceux qui disent que l'UEFA n'aura pas le courage d'intervenir vis-à-vis des grands clubs, la réponse est très claire. Il l'a déjà faite et donc ces risques n'existent pas. Comment le dossier du PSG est-il examiné? Impossible de filmer la moindre interview avec les plus proches du dossier. Nous parvenons tout de même à obtenir un rendez-vous avec l'un des 12 membres de la commission appelé à trancher le cas du PSG. Une de ses réponses nous interpelle. Si l'UEFA valide ce contrat entre le PSG et QTA, le fair play financier serait-il d'emblée décrédibilisé? Bien sûr, il y a un gros risque. Les premières décisions seront le symbole et l'indicateur de ce que sera la direction prise par le fair play financier. Dès le mois de février, le sort du PSG était donc déjà écrit. Sans surprise, le contrat avec QTA a été réévalué par l'UEFA. Il passe de 200 à 100 millions d'euros, une décote qui ouvre la voie aux sanctions. Mais cette punition est-elle juste? Paris n'est-il pas le coupable idéal du fair play financier? Se rendre en Russie pour s'attarder sur le cas du PSG peut paraître incongru, et pourtant. Parmi les 9 clubs sanctionnés par l'UEFA, 3 sont russes. Mais les amendes infligées au Zénith Saint-Pétersbourg, au Rubin Kazan et à l'Anzi Marashkala n'ont rien de comparable avec celles du PSG. Étonnant, si l'on écoute Nikolai Grammatikov, président de l'Association des joueurs russes.
Écoutez, c'est pas le grand secret. Le président du Gazprom, il y a un an, a fait une grande interview en disant que le club russe, tous les clubs russes ont des problèmes avec le fair play financier. Il faut trouver la solution. Combien respectent le fair play financier? Combien? Je crois que 2 ou 3. Sur combien de clubs? Sur 16. Un fait attire son attention. Gazprom, l'entreprise russe la plus influente, est l'un des sponsors officiels de la Ligue des Champions, compétition gérée par l'UEFA. Ça doit être plus légal et moins politique. Le contrat avec Gazprom, tout le monde le voit, on commence à poser des questions. Parce que l'UEFA est aussi sur la ligne de feu, si vous voulez. Coïncidence étrange, surtout quand l'on repense aux mots prononcés par le membre de la commission que nous avions interrogé. Si je suis très direct, l'UEFA ne va pas non plus tuer le produit qui a fait sa fortune. On veut que ce beau produit perdure. On ne veut pas non plus exclure les clubs qui viennent de Russie, qui ont un environnement économique complètement différent. Cet environnement économique différent concerne le budget des clubs russes, majoritairement nourri de subventions publiques. Une pratique pourtant incompatible avec le fair play financier, mais curieusement, pas sanctionnée. Les deux victimes principales du fair play financier sont donc les nouveaux riches venus du Moyen-Orient. Le PSG, mais également Manchester City, sanctionné aussi lourdement que le club parisien. A priori, la situation semble donc entérinée. Paris a même publié un communiqué où il dit accepter ces sanctions. Après mûre réflexion, le Paris Saint-Germain a pris la décision d'accepter les mesures qui lui sont imposées en dépit du réel handicap qu'elles constituent. Pourtant, un autre combat pourrait servir les desseins du PSG. Une lutte juridique, car Daniel Striani, agent de joueur belge, a porté plainte contre le fair play financier. Nous avons rencontré son avocat, maître Jean-Louis Dupont. Il est évident que cette règle de dire un club ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne, c'est une interdiction d'investir. Il n'y a même pas débat sur le fait que c'est une violation du droit communautaire. Et d'ailleurs, l'UEFA revendique cette limitation d'investissement. Donc le débat est de savoir si l'UEFA peut invoquer des justes motifs pour justifier cette violation du droit communautaire. En d'autres termes, l'UEFA peut-elle, au nom de la rigueur budgétaire et de l'équité sportive, limiter les investissements de certains clubs? On va figer la structure de concurrence. C'est-à-dire qu'on va... c'est-à-dire que les 5 à 10 grands clubs les mieux établis aujourd'hui le resteraient pour toujours. C'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes qui ont analysé les effets de cette mesure. C'est en cela notamment que c'est anticoncurrentiel. Certains travaux corroborent l'argumentaire de Jean-Louis Dupont. Nicolas Petit est l'un des plus éminents spécialistes du droit de la concurrence. Et voici ce qu'il dit au sujet du fair play financier. Le règlement du fair play financier opère comme une réglementation qui réserverait à un oligopole restreint de clubs riches le droit de réaliser des investissements importants et en exclurait les autres. Pourtant, il y a quelques mois, l'instance européenne était persuadée d'être dans son bon droit. Nous sommes confiants en fait que le système du fair play financier est en conformité avec les lois de l'Union européenne et donc la Commission européenne à la fin décidera de se prononcer en notre faveur. En début de semaine, le Figaro annonce même que la Commission européenne aurait validé la légalité du fair play financier. Fausse information, la bataille juridique continue et connaîtra ses premiers dénouements au printemps 2015. Sans doute le PSG rêve-t-il de la fin du fair play financier. Mais jusqu'à présent, il semble s'accommoder parfaitement de sa nouvelle contrainte. Avant-hier, il annonce même avec fracas la signature du défenseur le plus cher de l'histoire.
Le Paris Saint-Germain, Chelsea et David Luiz tiennent à confirmer qu'ils ont trouvé un accord sur les conditions d'un futur transfert du défenseur international brésilien. David Luiz, débauché à Chelsea pour près de 50 millions d'euros. Et le mercato parisien ne devrait pas s'arrêter là. Une boulimie qui dit tout de la sérénité du PSG. Quels que soient les obstacles de l'UEFA, Paris montre qu'il trouvera toujours un moyen de les contourner. Mais le président du PSG ne nous avait-il pas déjà prévenu? On vous fait qu'est-ce qu'on veut pour le mercato. Personne ne nous a arrêtés. À Paris, on vit presque le fair play financier comme une simple péripétie. Une enquête que vous avez menée, Frédéric Roulier, avec Servane Cotin et Marc Sauvourel. Avant de vous écouter, Monsieur Le Gret, il y a une image ou une phrase qui vous frappe particulièrement dans cette enquête? Peut-être le point de vue de l'avocat, qui dit effectivement que l'UEFA ne souhaite pas que les clubs dépensent plus qu'ils gagnent. C'est pas du tout ça. Fair play financier, c'est pas du tout ça. Fair play financier impose aux clubs d'essayer de faire en sorte que leurs recettes soient équilibrées. Qu'on ne dépense pas plus? Non, et qu'il n'y ait pas un apport extérieur au football qui puisse fausser les débats. Typiquement comme le QTA, le Qatar via son... Alors peut-être, mais c'est pas tout à fait le style du fair play financier. Nous, en France, on a la DNCG depuis longtemps, donc on est assez expérimenté sur le contrôle des clubs. Pourtant, le PSG est un club français. Hein. Alors si le club PSG était contrôlé par la DNCG, on dirait rien. Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que le PSG tient ses engagements au niveau masse salariale, au niveau sécu, au niveau fiscal, et n'est pas hors norme par rapport aux règles définies par la DNCG. Ceci dit, les règles de l'UEFA, je trouve qu'elles ont quelque chose quand même de positif, parce que c'est un signe pour effectivement que les gros investisseurs ne faussent pas les compétitions par rapport aux recettes naturelles. C'est cette différence entre les recettes naturelles et les éventuelles subventions qui peuvent fausser. Mais elles figent les positions. Ce qui est reproché aujourd'hui au PSG, ce qui pourrait être reproché au PSG par l'UEFA. Alors justement, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, Frédéric. Le PSG est sanctionné, certes, mais en même temps, on annonce le recrutement de David Luiz, le défenseur le plus cher de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les sanctions ne vont pas être appliquées? Alors déjà, on peut interpréter ce transfert comme un message du PSG. Il recrute le défenseur le plus cher de l'histoire, une semaine seulement après la divulgation des sanctions de l'UEFA. C'est une manière de dire on va continuer à investir, c'est un peu de la provoque, à faire plus ou moins ce qu'on veut. Pour ce qui est de la suite du mercato maintenant, on a beaucoup entendu parler d'une limitation des transferts à une seule arrivée seulement pour 60 millions d'euros. Or, cette sanction n'apparaît pas explicitement dans le communiqué publié par l'UEFA. Donc il va falloir attendre un petit peu pour en savoir plus sur ce point. En revanche, ce qu'on sait, ce qui est acté, c'est que Paris doit limiter sa masse salariale à son niveau actuel, 240 millions d'euros environ. Et comme David Luiz arrive avec un salaire de 9 millions d'euros annuels, eh bien des joueurs vont devoir partir. Ce sera très probablement le cas d'Alex et de Menez. Et d'autres joueurs pourraient les imiter, comme Pastore ou Lavezzi. Monsieur Le Gret, vous qui connaissez bien le sujet, vous êtes plutôt... vous soutenez le fair play financier ou bien vous soutenez plutôt le PSG? Vous êtes dans quel camp? Je veux vous dire, j'aime bien le PSG, parce qu'on a besoin du PSG en France. Paris, depuis longtemps, a besoin d'une grosse équipe. Ça veut dire que c'est injuste, ces sanctions? Non, je ne dis pas que c'est injuste. Je dis que ça tombe un peu au mauvais moment. Le PSG vient d'arriver avec un capital très différent de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et il montre de toute façon une très très belle équipe, capable de rivaliser avec les meilleurs d'Europe. Ceci dit, je maintiens que le signe de l'UEFA est un bon signe. Ça veut dire que demain, d'autres clubs qui sont fragiles, s'ils sont repris effectivement par des sociétés importantes ou des milliardaires, devront faire attention effectivement de bien modérer leur masse salariale par rapport à l'apport extérieur. Un signe de l'UEFA, vous dites, Geoffroy, ça veut dire que c'est un complot contre le PSG? C'est pas un complot, mais le PSG, c'est le Qatar. Voilà. Et moi, je vois dans le transfert de David Luiz au PSG une réponse très forte du Qatar à toutes les attaques dont il a été l'objet récemment. Et en 2010, tout le monde voulait de l'argent des Qatariens. Absolument tout le monde. Aujourd'hui, c'est devenu le vilain petit Qatar. Il faut prendre ses distances à tout prix. Et du coup, non seulement ils sont fragilisés politiquement, mais ils sont l'objet d'un combat sans pitié au sommet du foot mondial entre Sepp Blatter, le patron de la FIFA, et Michel Platini, le patron de l'UEFA. Astrid, enfin, Sepp Blatter a frappé le premier, hein, il y a quelques jours, en disant clairement que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar était une erreur. On peut l'écouter d'ailleurs, Sepp Blatter, sur la reconnaissance de l'erreur. Vous savez, on commet beaucoup d'erreurs dans la vie. Le rapport technique du Qatar indiquait bien qu'il fait trop chaud en été. Mais le comité exécutif
avec une majorité assez large, a quand même décidé qu'on va jouer au Qatar. Je ne dirais jamais qu'ils ont acheté, parce que c'était la poussée politique des grandes maisons françaises et des grandes maisons allemandes travaillent au Qatar. Est-ce que ça veut dire que le PSG est un peu otage de ce combat? Non, je crois pas, non. Franchement, il ne faut pas exagérer. Blatter vient de découvrir qu'il faisait chaud l'été au Qatar. Ça m'étonne un petit peu, parce que je pense que la décision de donner cette Coupe du Monde au Qatar a été largement débattue à une certaine époque. Donc revenir en arrière aujourd'hui ne sera plus possible. Le décalé d'hiver, pourquoi pas? Si les pressions politiques ont changé. Oui, voilà. Non, mais même pas. C'est pas du tout ça. Je pense que le Qatar a la Coupe du Monde. On jouera très certainement l'hiver. Et le football européen devra adapter son calendrier. Je pense que c'est pas si mauvais. Il y a quand même ce combat pour la présidence de la FIFA. Et d'ailleurs, Michel Platini a surenchéri. Enfin, mon analyse, c'est que, en gros, sous la pression des clubs allemands, on le voit, Platini a fait un peu porter le chapeau du fair play financier sur le PSG, quand même. Ça, c'est une réalité. Et puis, le PSG, c'est aussi la France. Et, vous l'avez dit. Qu'on soit Marseillais ou Lyonnais, il faut voir la réalité. Le PSG est le meilleur club français, celui qui porte les actions françaises en Europe. Si on affaiblit le PSG, on affaiblit tout le foot français. On va voir que les clubs russes seront très peu sanctionnés. Or, aujourd'hui, à l'indice UEFA, on le voit, les Français et les Russes sont quasiment sur la même ligne. À la fin de la saison prochaine, le 7e n'aura que 2 clubs engagés au maximum en Ligue des Champions. Imaginons le scénario catastrophe, qu'en 2016, la Ligue 1 n'ait que 1 ou 2 clubs qui participeraient à la Ligue des Champions. Ce serait une catastrophe sur tous les plans, monsieur Le Graët. Oui, voilà, mais ça voudrait dire aussi que l'UEFA est relativement fragile par rapport à d'autres clubs. Aujourd'hui, effectivement, le fair play financier, c'est l'argent qui vient du haut. Et la gestion de tous les jours, c'est un terme qui ne convient même pas, de beaucoup d'autres clubs n'est pas analysée. Un certain nombre de clubs européens qui jouent dans la cour des grands avec des salaires extrêmement élevés ont des situations économiques difficiles. Mais ils sont en règle par rapport à ce que nous ferions, nous en France, à DNCG, qu'est-ce qu'on souhaite, nous? Que les charges sociales soient payées, que les clubs soient payés, que les clubs aient un endettement modeste et des capacités de financement sur l'endettement. Mais malheureusement, quand il n'y a plus de possibilités, les clubs peuvent disparaître. Mais c'est qu'une première étape, je pense, le fair play financier est une première étape. Je pense que d'autres clubs devront, à terme, être plus rigoureux. Parce que le reproche qu'on peut faire au PSG, le seul reproche, c'est qu'en 2 ans, c'est la plus grande masse salariale européenne. C'est quand même beaucoup d'argent. Sûrement des contrats qui ont été, français qui, des contrats qui ont été peut-être un peu négociés sans trop discuter. Parce que l'argent est tombé, effectivement, non pas des recettes du Parc des Princes, ni des recettes nationales, mais d'un contrat de sponsoring discuté. Quelle est votre position, monsieur Le Graët, sur ce qu'on a vu dans le reportage, que la position de l'UEFA par rapport aux clubs russes? Alors je crois que les Russes, ils sont tous, la plupart des clubs, ils l'ont dit, il y a 2 ou 3 seulement qui seraient en règle. Parce que l'argent, c'est pareil, ils sont donnés par des milliardaires, par des grandes fortunes, et ça ne correspond pas au marché. Et je pense que chaque entreprise qui sort du marché, c'est valable pour le football, mais c'est valable dans d'autres domaines. Lorsqu'on sort complètement du marché, on a un destin qui n'est pas positif. Très peu sanctionnés. Alors, ils ont eu des sommes relativement plus modestes, mais c'est une première étape, c'est une première année. Moi, je pense qu'il n'y a pas de complot contre le PSG. Il faut quand même enlever cette histoire du plateau. Je crois que le PSG est indispensable aujourd'hui au football français, et peu de personnes le contestent. Et de l'autre côté, l'UEFA a raison de faire en sorte de réguler le plus possible les sommes qui ne sont pas naturelles en recettes. C'était la première enquête d'Enquête de foot. Merci à vous. La deuxième enquête pour décrypter l'actualité, c'est pour décrypter l'actualité des Bleus qui sont à Clairefontaine en ce moment pour préparer le mondial qui commence au Brésil dans 2 semaines et demie. Didier Deschamps a donné une liste non pas de 30 joueurs, mais de 23 joueurs, plus de ces contrats. À l'époque, il fait même du contrat signé entre le PSG et QTA un enjeu crucial, presque vital. Je pense qu'effectivement, l'UEFA joue en fait la crédibilité de sa volonté de résoudre ce problème. Mais quelle est la position de l'UEFA? Très discrète jusque-là. En début d'année, nous rencontrons Andrea Traverso, le responsable du fair play financier. D'ici le mois de mai, tous les dossiers auront été examinés par la Commission et c'est à la Commission en charge d'évaluer donc les dossiers des clubs, de conclure si les contrats a été effectivement conclu à la valeur du marché ou pas. Ce jour-là, il adresse même un avertissement qui, a posteriori, a presque valeur de prophétie. Tous ceux qui ne suivront pas
les règles telles qu'elles sont écrites, ils courent les risques d'être sanctionnés. Tous ceux qui disent que l'UEFA n'aura pas le courage d'intervenir vis-à-vis des grands clubs, la réponse est très claire. Il l'a déjà faite et donc ces risques n'existent pas. Comment le dossier du PSG est-il examiné? Impossible de filmer la moindre interview avec les plus proches du dossier. Nous parvenons tout de même à obtenir un rendez-vous avec l'un des 12 membres de la commission appelé à trancher le cas du PSG. Une de ses réponses nous interpelle. Si l'UEFA valide ce contrat entre le PSG et QTA, le fair play financier serait-il d'emblée décrédibilisé? Bien sûr, il y a un gros risque. Les premières décisions seront le symbole et l'indicateur de ce que sera la direction prise par le fair play financier. Dès le mois de février, le sort du PSG était donc déjà écrit. Sans surprise, le contrat avec QTA a été réévalué par l'UEFA. Il passe de 200 à 100 millions d'euros, une décote qui ouvre la voie aux sanctions. Mais cette punition est-elle juste? Paris n'est-il pas le coupable idéal du fair play financier? Se rendre en Russie pour s'attarder sur le cas du PSG peut paraître incongru, et pourtant, parmi les 9 clubs sanctionnés par l'UEFA, 3 sont russes. Mais les amendes infligées au Zénith Saint-Pétersbourg, au Rubin Kazan et à l'Anzi Marachkala n'ont rien de comparable avec celles du PSG. Étonnant, si l'on écoute Nikolai Gramat du PSG peut paraître incongru, et pourtant, parmi les 9 clubs sanctionnés par l'UEFA, 3 sont russes. Mais les amendes infligées au Zénith Saint-Pétersbourg, au Rubin Kazan et à l'Anzi Marachkala n'ont rien de comparable avec celles du PSG. Étonnant, si l'on écoute Nikolai Gramatikov, président de l'association des joueurs russes. Écoutez, c'est pas le grand secret. Le président du Gazprom, il y a un an, a fait un grand interview en disant que les clubs russes, tous les clubs russes ont des problèmes avec le fair play financier. Il faut trouver la solution. Combien respectent le fair play financier? Combien? Je crois que 2 ou 3. Sur combien de clubs? Sur 16. Un fait attire son attention. Gazprom, l'entreprise russe la plus influente, est l'un des sponsors officiels de la Ligue des Champions, compétition gérée par l'UEFA. Ça doit être plus légal et moins politique. Le contrat avec Gazprom, tout le monde le voit, on commence à poser des questions. Parce que l'UEFA est aussi sur la ligne de feu, si vous voulez. Coïncidence étrange, surtout quand l'on repense aux mots prononcés par le membre de la commission que nous avions interrogé. Si je suis très direct, l'UEFA ne va pas non plus tuer le produit qui a fait sa fortune. On veut que ce beau produit perdure. On ne veut pas non plus exclure les clubs qui viennent de Russie, qui ont un environnement économique complètement différent. Cet environnement économique différent concerne le budget des clubs russes, majoritairement nourri de subventions publiques. Une pratique pourtant incompatible avec le fair play financier, mais curieusement, pas sanctionnée. Les 2 victimes principales du fair play financier sont donc les nouveaux riches venus du Moyen-Orient. Le PSG, mais également Manchester City, sanctionné aussi lourdement que le club parisien. A priori, la situation semble donc entérinée. Paris a même publié un communiqué où il dit accepter ces sanctions. Après mûre réflexion, le Paris Saint-Germain a pris la décision d'accepter les mesures qui lui sont imposées en dépit du réel handicap qu'elles constituent. Pourtant, un autre combat pourrait servir les desseins du PSG. Une lutte juridique, car Daniel Striani, agent de joueur belge, a porté plainte contre le fair play financier. Nous avons rencontré son avocat, maître Jean-Louis Dupont. Il est évident que cette règle de dire un club ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne, c'est une interdiction d'investir.
Il n'y a même pas débat sur le fait que c'est une violation. Non. Après la divulgation des sanctions de l'UEFA, c'est une manière de dire on va continuer à investir, c'est un peu de la provoque, à faire plus ou moins ce qu'on veut. Pour ce qui est de la suite du mercato maintenant, on a beaucoup entendu parler d'une limitation des transferts à une seule arrivée seulement pour 60 millions d'euros. Or, cette sanction n'apparaît pas explicitement dans le communiqué publié par l'UEFA. Donc il va falloir attendre un petit peu pour en savoir plus sur ce point. En revanche, ce qu'on sait, ce qui est acté, c'est que Paris doit limiter sa masse salariale à son niveau actuel, 240 millions d'euros environ. Et comme David Luiz arrive avec un salaire de 9 millions d'euros annuels, eh bien des joueurs vont devoir partir. Ce sera très probablement le cas d'Alex et de Menez. Et d'autres joueurs pourraient les imiter, comme Pastore ou Lavezzi. Monsieur Le Graët, vous qui connaissez bien le sujet, vous êtes plutôt, vous soutenez le fair play financier ou bien vous soutenez plutôt le PSG? Vous êtes dans quel camp? Je veux vous dire, j'aime bien le PSG, parce qu'on a besoin du PSG en France. On a Paris, depuis longtemps, a besoin d'une grosse équipe. Ça veut dire que c'est injuste, ces sanctions? Non, je ne dis pas que c'est injuste. Je dis que ça tombe un peu au mauvais moment. Le PSG vient d'arriver avec un capital très différent de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et montre, de toute façon, une très belle équipe, capable de rivaliser avec les meilleurs d'Europe. Ceci dit, je maintiens que le signe de l'UEFA est un bon signe. Ça veut dire que demain, d'autres clubs qui sont fragiles, s'ils sont repris effectivement par des sociétés importantes ou des milliardaires, devront faire attention effectivement de bien modérer leur masse salariale par rapport à l'apport extérieur. Un signe de l'UEFA, vous dites, Geoffroy, ça veut dire que c'est un complot contre le PSG? C'est pas un complot, mais le PSG, c'est le Qatar. Voilà. Et moi, je vois dans le transfert de David Luiz au PSG une réponse très forte du Qatar à toutes les attaques dont il a été l'objet récemment. Et en 2010, tout le monde voulait de l'argent des Qatariens. Absolument tout le monde. Aujourd'hui, c'est devenu le vilain petit Qatar. Il faut prendre ses distances à tout prix. Et du coup, non seulement ils sont fragilisés politiquement, mais ils sont l'objet d'un combat sans pitié au sommet du foot mondial entre Sepp Blatter, le patron de la FIFA, et Michel Platini, le patron de l'UEFA. Astrid, enfin, Sepp Blatter a frappé le premier, hein, il y a quelques jours, en disant clairement que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar était une erreur. On peut l'écouter d'ailleurs, Sepp Blatter, sur la reconnaissance de l'erreur. Vous savez, on commet beaucoup d'erreurs dans la vie. Le rapport technique du Qatar indiquait bien qu'il fait trop chaud en été. Mais le comité exécutif, avec une majorité assez large, a quand même décidé qu'on va jouer au Qatar. Je ne dirais jamais qu'ils ont acheté, parce que c'était la poussée politique des grandes maisons françaises et des grandes maisons allemandes travaillent au Qatar. Est-ce que ça veut dire que le PSG est un peu otage de ce combat? Non, je ne crois pas, non. Franchement, il ne faut pas exagérer. Blatter vient de découvrir qu'il faisait chaud l'été au Qatar. Ça m'étonne un petit peu, parce que je pense que la décision de donner cette Coupe du Monde au Qatar a été largement débattue à une certaine époque. Donc revenir en arrière aujourd'hui ne sera plus possible. La décaler d'hiver, pourquoi pas? Si les pressions politiques ont changé. Oui, voilà. Non, mais même pas. C'est pas du tout ça. Je pense que le Qatar, à la Coupe du Monde, on jouera très... de certains clubs. On va figer la structure de concurrence. C'est-à-dire qu'on va... c'est-à-dire que les 5 à 10 grands clubs les mieux établis aujourd'hui le resteraient pour toujours. Pas moi qui le dis, ce sont des économistes qui ont analysé les effets de cette mesure. C'est en cela notamment que c'est anticoncurrentiel. Certains travaux corroborent l'argumentaire de Jean-Louis Dupont. Nicolas Petit est l'un des plus éminents spécialistes du droit de la concurrence. Et voici ce qu'il dit au sujet du fair play financier. Le règlement du fair play financier opère comme une réglementation qui réserverait à un oligopole restreint de clubs riches le droit de réaliser des investissements importants et en exclurait les autres. Pourtant, il y a quelques mois, l'instance européenne était persuadée d'être dans son bon droit. Nous sommes confiants en fait que le système du fair play financier est en conformité avec les lois de l'Union européenne et donc la Commission européenne à la fin décidera de se prononcer en notre faveur. En début de semaine, Le Figaro annonce même que la Commission européenne aurait validé la légalité du fair play financier. Fausse information, la bataille juridique continue et connaîtra ses premiers dénouements au printemps 2015. Sans doute le PSG rêve-t-il de la fin du fair play financier. Mais jusqu'à présent, il semble s'accommoder parfaitement de sa nouvelle contrainte. Avant-hier, il annonce même avec fracas la signature du défenseur le plus cher de l'histoire.
Le Paris Saint-Germain, Chelsea et David Luiz tiennent à confirmer qu'ils ont trouvé un accord sur les conditions d'un futur transfert du défenseur international brésilien. David Luiz, débauché à Chelsea pour près de 50 millions d'euros. Et le mercato parisien ne devrait pas s'arrêter là. Une boulimie qui dit tout de la sérénité du PSG. Quels que soient les obstacles de l'UEFA, Paris montre qu'il trouvera toujours un moyen de les contourner. Mais le président du PSG ne nous avait-il pas déjà prévenu? On vous fait ce qu'on veut pour le mercato. Personne ne nous a arrêtés. À Paris, on vit presque le fair-play financier comme une simple péripétie. Une enquête que vous avez menée, Frédéric Roulier, avec Servan Cotin et Marc Sauvourel. Avant de vous écouter, Monsieur Le Gret, il y a une image ou une phrase qui vous frappe particulièrement dans cette enquête? Peut-être le point de vue de l'avocat, qui dit effectivement que l'UEFA ne souhaite pas que les clubs dépensent plus qu'ils gagnent. C'est pas du tout. Astrid, en fait, Sepp Blatter a frappé le premier, hein, il y a quelques jours, en disant clairement que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar était une erreur. On peut l'écouter d'ailleurs, Sepp Blatter, sur la reconnaissance de l'erreur. Vous savez, on commet beaucoup d'erreurs dans la vie. Le rapport technique du Qatar indiquait bien qu'il fait trop chaud en été. Mais le comité exécutif, avec une majorité assez large, a quand même décidé qu'on va jouer au Qatar. Je ne dirais jamais qu'ils ont acheté, parce que c'était la poussée politique des grandes maisons françaises et des grandes maisons allemandes travaillent au Qatar. Est-ce que ça veut dire que le PSG est un peu otage de ce combat? Non, je crois pas, non. Franchement, il ne faut pas exagérer. Blatter vient de découvrir qu'il faisait chaud l'été au Qatar. Ça m'étonne un petit peu, parce que je pense que la décision de donner cette Coupe du Monde au Qatar a été largement débattue à une certaine époque. Donc revenir en arrière aujourd'hui ne sera plus possible. La décaler d'hiver, pourquoi pas? Si les pressions politiques ont changé. Oui, voilà. Non, mais même pas. C'est pas du tout ça. Je pense que le Qatar a la Coupe du Monde. On jouera très certainement l'hiver. Et le football européen devra adapter son calendrier. Je pense que c'est pas si mauvais. Il y a quand même ce combat pour la présidence de la FIFA. Et d'ailleurs, Michel Platini a surenchéri. Enfin, mon analyse, c'est que, en gros, sous la pression des clubs allemands, on le voit, Platini a fait un peu porter le chapeau du fair-play financier sur le PSG, quand même. Ça, c'est une réalité. Et puis, le PSG, c'est aussi la France. Et, vous l'avez dit. Qu'on soit Marseillais ou Lyonnais, il faut voir la réalité. Le PSG est le meilleur club français, celui qui porte les actions françaises en Europe. Si on affaiblit le PSG, on affaiblit tout le foot français. On va voir que les clubs russes seront très peu sanctionnés. Or, aujourd'hui, à l'indice UEFA, on le voit, les Français et les Russes sont quasiment sur la même ligne. À la fin de la saison prochaine, le 7e n'aura que 2 clubs engagés au maximum en Ligue des Champions. Imaginons le scénario catastrophe, qu'en 2016, la Ligue 1 n'ait que 1 ou 2 clubs qui participeraient à la Ligue des Champions. Ce serait une catastrophe sur tous les plans, monsieur Le Gret. Oui, voilà, mais ça voudrait dire aussi que l'UEFA est relativement fragile par rapport à d'autres clubs. Aujourd'hui, effectivement, le fair-play financier, c'est l'argent qui vient du haut. Mais la gestion de tous les jours, c'est un terme qui ne convient même pas, de beaucoup d'autres clubs n'est pas analysée. Un certain nombre de clubs européens qui jouent dans la cour des grands avec des salaires extrêmement élevés ont des situations économiques difficiles. Mais ils sont en règle par rapport à ce que nous ferions, nous en France, à DNCG, qu'est-ce qu'on souhaite, nous? Que les charges sociales soient payées, que les clubs soient payés, que les clubs aient un endettement modeste et des capacités de financement sur l'endettement. Mais malheureusement, quand il n'y a plus de possibilités, les clubs peuvent disparaître. Mais c'est qu'une première étape, je pense, le fair-play financier, une première étape. Je pense que d'autres clubs devront, à terme, être plus rigoureux, parce que le reproche qu'on peut faire au PSG, le seul reproche, c'est qu'en 2 ans, c'est la plus grande masse salariale européenne. C'est quand même beaucoup d'argent. Sûrement des contrats en même temps, c'est le seul club français qui des contrats qui ont été peut-être un peu négociés. Et maintenant que le verdict est tombé, la partie est-elle réellement terminée? C'est au cœur de l'hiver que l'histoire débute. Fin novembre, une délégation du club parisien, menée par son président, Nasser Al-Khelaifi, se rend à Nyon, au siège de l'UEFA. Il est encore l'heure des premières discussions au sujet du fair-play financier. Bonsoir messieurs. Comment s'est passée la réunion aujourd'hui? Monsieur Blanc. Comment ça merci. Le Paris Saint-Germain est confiant malgré tout pour cette affaire, respecter le fair-play financier? À cette époque,
Paris vient témoigner de sa volonté de se conformer aux règles du fair play financier. Et notamment à l'une d'entre elles, qui cristallise toutes les attentions. Il s'agit de l'exigence relative à l'équilibre financier. Exigence remplie si le bénéficiaire de la licence présente un résultat relatif à l'équilibre financier excédentaire. Autrement dit, un club ne peut pas dépenser plus d'argent en transfert et en masse salariale qu'il n'en gagne grâce aux droits télé, aux contrats de sponsoring et aux gains sportifs. Dans le cas contraire, il s'expose à des sanctions qui varient d'une simple mise en garde à une amende, une restriction du nombre de joueurs inscrits en Coupe d'Europe, jusqu'à l'exclusion des compétitions européennes. Mais comment le PSG, si dispendieux sur le marché des transferts, fait-il pour s'adapter au règlement? La réponse nécessite un voyage au Qatar, où Paris établit ses quartiers depuis 3 ans en stage hivernal. Car c'est bien au pays de ses propriétaires que le club puise ses sources de revenus. Des contrats de sponsoring avec des entreprises locales, comme l'opérateur téléphonique Ooredoo. Mais surtout, un gigantesque partenariat avec QTA, l'Office du tourisme du Qatar. Un contrat à 200 millions d'euros par saison qui lui permet de ne pas dépenser plus d'argent qu'il n'en gagne et donc, a priori, de respecter le fair play financier. Mais cet accord pose question, et notamment aux économistes comme Bastien Drut, spécialiste de la question. Le problème, c'est que le Qatar Tourism Authority et le Paris Saint-Germain ont le même actionnaire de référence, qui est l'État du Qatar. Et donc ça peut poser un problème au niveau du fair play financier, parce qu'il faut que la transaction entre le Paris Saint-Germain et puis le Qatar Tourism Authority se fasse à un juste prix. Le Qatar Tourism Authority, ce qu'il veut faire, c'est une campagne de promotion de l'État du Qatar. Et finalement, on ne sait pas vraiment combien ça coûte, quoi. Et ça sera à lui. Très direct, l'UEFA ne va pas non plus tuer le produit qui a fait sa fortune. On veut que ce beau produit perdure. On ne veut pas non plus exclure les clubs qui viennent de Russie, qui ont un environnement économique complètement différent. Cet environnement économique différent concerne le budget des clubs russes, majoritairement nourri de subventions publiques. Une pratique pourtant incompatible avec le fair play financier, mais curieusement, pas sanctionnée. Les 2 victimes principales du fair play financier sont donc les nouveaux riches venus du Moyen-Orient. Le PSG, mais également Manchester City, sanctionné aussi lourdement que le club parisien. A priori, la situation semble donc entérinée. Paris a même publié un communiqué où il dit accepter ces sanctions. Après mûre réflexion, le Paris Saint-Germain a pris la décision d'accepter les mesures qui lui sont imposées en dépit du réel handicap qu'elles constituent. Pourtant, un autre combat pourrait servir les desseins du PSG. Une lutte juridique, car Daniel Striani, agent de joueurs belges, a porté plainte contre le fair play financier. Nous avons rencontré son avocat, maître Jean-Louis Dupont. Il est évident que cette règle de dire un club ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne, c'est une interdiction d'investir. Il n'y a même pas débat sur le fait que c'est une violation du droit communautaire. Et d'ailleurs, l'UEFA revendique cette limitation d'investissement. Donc le débat est de savoir si l'UEFA peut invoquer des justes motifs pour justifier cette violation du droit communautaire. En d'autres termes, l'UEFA peut-elle, au nom de la rigueur budgétaire et de l'équité sportive, limiter les investissements de certains clubs? On va figer la structure de concurrence. C'est-à-dire qu'on va... c'est-à-dire que les 5 à 10 grands clubs les mieux établis aujourd'hui le resteraient pour toujours. Pas moi qui le dis, ce sont des économistes qui ont analysé les effets de cette mesure. C'est en cela notamment que c'est anticoncurrentiel. Certains travaux corroborent l'argumentaire de Jean-Louis Dupont. Nicolas Petit est l'un des plus éminents spécialistes du droit de la concurrence. Et voici ce qu'il dit au sujet du fair play financier.
Le règlement du fair play financier opère comme une réglementation qui réserverait à un oligopole restreint de clubs riches le droit de réaliser des investissements importants et en exclurait les autres.